questions se sont posées. La première chose que je dirais, je ne suis pas un candidat à l'exil. Je suis venu au Congo, en France, pour régler un problème de santé précis. Le moment venu, je vais rentrer à Brazzaville et il n'y a aucun problème. Je ne suis pas sorti clandestinement, je suis sorti par le Maya Maya, comme tout citoyen congolais. Évidemment, la particularité que j'ai pu avoir, que je dois également signaler, je suis sorti avec un passeport diplomatique, parce que depuis de nombreuses années, mon passeport diplomatique a expiré en 2014. J'ai fait la demande pour qu'on le renouvelle, ça n'a jamais été fait. L'explication qui était donnée à l'époque, c'était que le Congo avait un petit contentieux avec les Français. J'ai cru comprendre, en suivant la télé congolaise, que ce contentieux a été réglé. Je me suis présenté au ministère des Affaires étrangères. Les fonctionnaires m'ont aidé à obtenir ce passeport. J'ai d'ailleurs signalé aux autres amis de l'opposition qu'il était temps qu'ils se rendent au ministère des Affaires étrangères, que je crois que les choses avaient évolué. Je n'ai eu aucun contact tendancieux, vicieux, avec quelques personnalités politiques que ce soit pour mon voyage. C'est un citoyen qui est sorti. L'explication serait donnée par le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une discrimination? Est-ce qu'il y a une volonté de diviser l'opposition? Est-ce qu'il y a un certain piège qui est tendu? Je ne crois pas. Je crois. Vous croyez à la bonne volonté du pouvoir maintenant? Je crois. Bonne volonté, je ne voudrais pas apporter de jugement. Oui. Nous nous battons au Congo, entre autres, pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Alors. Et au moment où tous les Congolais entendent parler du Fonds monétaire international, ça veut dire qu'on veut renouer avec la communauté financière internationale, avec la communauté internationale. Je crois qu'il serait de bonne loi que nous soyons capables de prouver à l'opinion nationale et internationale que nous pouvons respecter nos propres lois et règlements et nos propres textes. Je n'ai connu aucun obstacle. J'ai été très bien reçu au ministère des Affaires étrangères. Les cadres m'ont très bien renseigné. C'est vrai qu'à un moment donné, ils m'ont dit que mon dossier allait suivre un certain circuit et qu'ils m'ont appelé pour me dire que le OK était donné. Je ne me préoccupe pas de ça, c'est certainement la marche, mais je n'ai eu aucun problème et j'ai eu le passeport. Comme vous, Clément Mirassa, Claudine Moulari, Charles Zakari Bouao, Blanchard Roba, qui lui aussi a des problèmes de santé, mais jusqu'à présent, il reste encore cloué à Brazzaville. Bon, j'ai informé les amis, notamment les anciens ministres, comme Charles Zakari Bouao, comme Claudine Moulari, comme Michel Mampouya, comme Raymond Mbaka et un certain nombre d'autres, que j'avais constaté qu'il y avait cette évolution. Et que je ne devais pas en garder secret, parce que ce n'est pas l'expression ou l'aboutissement d'une négociation secrète. Et moi, je leur ai suggéré, je leur ai proposé de se rendre également au ministère des Affaires étrangères et de revendiquer ce que je considère comme un droit, puisqu'il y a un texte qui a été pris là-dessus, de revendiquer la remise de leur passeport qui leur a été ou qui nous a été interdit depuis de nombreuses années. La question, elle est simple. Est-ce qu'au Congo, nous sommes une opposition au pouvoir ou une opposition du pouvoir? Je pense que nous sommes une opposition au pouvoir en ce qui me concerne. Et je crois qu'avec un certain nombre de frères et d'amis, nous sommes dans cette situation. Mais nous n'avons aucune raison de ne pas jouir des droits, des libertés qui nous sont constitutionnellement reconnus. Nous ne sommes pas des Congolais d'une autre nature. On dit, il y a bien quand on prend tous nos textes de base, toutes nos lois fondamentales, il y a bien une partie qui dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et j'entends souvent les gens dire au Congo que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais il faut que ça s'applique. Pourquoi est-ce que, en termes de respect des droits, en termes de respect des textes, les opposants feraient une classe à part? Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour mener un combat dans les formes reconnues par les lois et règlements de la République qui nous permettent d'aboutir aux résultats que nous escomptons. Il faut de la détermination, il faut de l'engagement et il faut de l'endurance. Il ne faut pas que vous soyez emportés. Ça dépend. Et moi, je pense, au-delà de ce que les uns et les autres disent sur l'opposition congolaise, je suis un opposant, mais je suis un opposant qui pense que les lignes bougent.
Nous n'avons peut-être pas encore atteint notre objectif, qui est l'accession au pouvoir, qui est l'alternative, l'alternance. Mais nous avançons. Et je crois qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Lesquels? Vous avez vu ces grandes mobilisations que nous avons réussies. Des nombres de morts aussi. Hein. Nous avons des nombres de morts. Vous me donnez une idée. Et il faut qu'on ait une pensée particulière pour les morts depuis le débat sur le référendum anticonstitutionnel, depuis l'affaire du hold-up électoral, depuis cette question du pool, et que nous ayons une pensée particulière pour nos frères et nos amis, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi-Salissa, etc., qui sont en prison pour des raisons que nous tous nous connaissons. Mais où nous avons réussi des grandes mobilisations, nous sommes en train de faire passer un certain nombre d'idées. Mais aujourd'hui, le Congo est dans une situation extrêmement chaotique. Nous attendons à ce que le Congo se présente devant le Fonds monétaire international. Mais c'est le résultat d'une démarche que nous avons dénoncée depuis longtemps. Et quand nous n'avons pas été suivis, aujourd'hui les Congolais vivent les conséquences de cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut douter que le Congo est dans une crise profonde et qu'il faut l'apport, la contribution de tous les Congolais, leur intelligence, pour que nous trouvions les voies et moyens de nous en sortir. Le discours de l'opposition congolaise à Brazzaville est très clair. L'opposition a gagné l'élection présidentielle en 2016. Cette élection, cette victoire a été volée dans des conditions que nous savons. Donc nous n'avons aucune raison de nous décourager. Nous venons de vivre les dernières élections. Nous avons choisi de ne pas aller. Et nous disons depuis une vingtaine d'années que depuis 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée au niveau du Congo. Nous ne sommes pas toujours entendus, y compris par la communauté internationale qui nous a souvent reproché de faire ce qu'ils appellent la politique de la chaise vide, etc. Mais aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à cette stratégie, à ce que, tant au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau de l'opinion internationale, qu'on soit convaincu du système d'organisation des élections qui existe au Congo. Et vous avez la dernière élection à laquelle nous n'avons pas pris part. Vous avez écouté les voix qui se sont élevées. Mais c'est quand même les gens qui défendent le pouvoir. Vous avez entendu parler, par exemple, du cas d'Anissé Goma à Boko, où à travers les médias, les journaux, nous avons lu que sa voiture a été criblée de balles. Ce n'est pas par l'opposition radicale, je suppose. Nous avons entendu les témoignages de Dominique Agi de Marseille, qui déclare à qui veut l'entendre qu'il a gagné l'élection à Evo dès le premier tour, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé élu. Nous connaissons le sort qui a été réservé à nos frères, comme Grégoire Lefoba, comme Oyali, qui étaient les conseillers du Premier ministre, mais qui ont vécu une... Donc aujourd'hui, on finit par nous donner raison sur le mode d'organisation des élections. La question, quel est l'avenir? Mais c'est sur ça que nous devons fédérer les énergies pour réfléchir, voir comment avancer et voir comment apporter la solution, non seulement au problème du respect de l'ordre constitutionnel et au respect de l'alternance, mais également à un problème fondamental aujourd'hui qui est la sortie de crise, avec une question que nous devons nous poser, nous autres qui sommes pratiquement en train de partir. Quel Congo nous allons laisser à nos enfants? Quel Congo nous allons laisser à nos petits-enfants? Et je crois que c'est une question qui préoccupe tout le monde. Moi, je ne désespère pas en la capacité de voir des forces émerger. Vous voyez, assez souvent, on critiquait notre société civile. Regardez ces derniers temps, il y a quand même au niveau de la société civile un certain nombre d'actes forts qui sont posés dans l'intérêt de notre pays. Donc moi, je n'irai pas dans le sens de stigmatiser Pascal Tchatima Biala, stigmatiser... Enfin, lui, il n'a pas hésité à dire que... Oui, moi, je n'entrerai pas dans ce jeu. Oui. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si je prends par exemple les parlementaires, on peut beau parler, on peut évoquer un certain nombre de choses, mais prenez
une difficulté que nous avons au Congo. Les parlementaires qui ont la possibilité de proposer des projets de loi n'ont jusque-là pas proposé un projet de loi qui permette à un citoyen élu ou nommé à une autre fonction de déclarer son patrimoine. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est l'intérêt du Congo. Voilà les points sur lesquels nous devons tomber d'accord. J'ai suivi des déclarations politiques où on a dit le Congo n'est pas exempt de corruption, de détournement de fonds, etc. Et on a dit, là, ce sont les dirigeants qui sont interpellés. Voilà les questions importantes autour desquelles les Congolais ne devraient pas avoir des problèmes pour s'unir et aller de l'avant. Et si nous nous basons sur ces problèmes, nous n'aurons pas de difficultés à privilégier l'intérêt général, l'intérêt du Congo et non l'intérêt personnel. Moi, je ne suis pas pour privilégier l'intérêt personnel. Je mène mon combat pour privilégier l'intérêt du Congo. Et je pense que nous y arriverons. Parce que je pense que vous dites que je n'étais qu'à l'opposition. Je sens que les choses, je sens que les lignes bougent et il est important que cela puisse faire avancer. Quand les gens reconnaissent qu'il y a la crise et qu'ils disent que la cause principale de cette crise, c'est la baisse des prix du baril du pétrole. Je dis que là encore, nous sommes à côté de la plaque. Si vous êtes malade, et si vous voulez qu'un médecin vous administre un bon traitement, mais il faut que le diagnostic soit correctement fait. Si le diagnostic n'est pas fait, vous serez correctement à côté. Maintenant, s'agissant de cette crise, parlons des causes. Première cause, violation des lois et règlements de la République. Nous ne les respectons pas. À partir du moment où un homme, un dirigeant politique, peut ne pas déclarer son patrimoine, vous n'imaginez pas les conséquences en termes de corruption, en termes de détournement de fonds, en termes de concussion, en termes de fraude, en termes d'enrichissement illicite, en termes de répartition inégale de la richesse nationale. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est déjà, moi je suis de ceux qui pensent que c'est déjà erroné de dire que la crise ne se justifie que par la baisse des prix du baril du pétrole. Posez-vous la question, un ministre congolais gagne combien? Je ne répondrai pas à la question. Mais quand vous posez la question, on vous dit quoi? C'est un esprit de jalousie, c'est un esprit... Mais si je vous donne une indication, un texte a été pris, jamais publié au journal officiel, en 2012, fixant les traitements des ministres. Mais ce que j'ai retenu dans ce texte, c'est qu'un ministre d'État a une indemnité de logement de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Mais le fonctionnaire le plus gradé de la fonction publique est censé toucher 560 000 francs à la fin du mois. Donc vous voyez même que l'indemnité de logement du ministre d'État est pratiquement 4 fois le salaire du fonctionnaire. Vous avez des situations comme celle-là. Et là, je parle du fonctionnaire le plus gradé. Mais si nous allons au plus bas. Et si vous prenez un fonctionnaire avec la moyenne des salaires qui est autour de 100 000, en 12 mois, vous avez combien? Vous avez 1 200 000. Donc la majorité des Congolais qui touchent le salaire moyen n'ont pas à la fin de l'année l'indemnité que touche un ministre d'État au cours d'un mois. Vous voyez bien que les situations ne sont pas les mêmes et les situations. Donc, en termes de causes qui sont à la base de la crise, il y a les questions de gouvernance, il y a les questions de manque de transparence, il y a la question qui a été relevée par les ministres des Finances de la zone franc lorsqu'ils se sont retrouvés à Dakar, le manque de discipline. Et vous avez un exemple. Quand vous suivez sur RFI que la dette du Congo, que le Congo a menti et que la dette du Congo n'est pas de 77% du PIB, mais elle est de l'ordre de 120%. Déjà à 77%, nous ne respectons pas les critères de la surveillance multilatérale au niveau de la CEMAC. Donc nous sommes indisciplinés même par rapport aux critères qui nous sont recommandés par des institutions comme la CEMAC, etc. Et puis vous avez d'autres difficultés, le manque de volonté de lutter contre les antivaleurs,
l'impunité au Congo. Elle est manifeste. Les organes de contrôle. Vous avez dû suivre à un moment donné que M. Lamir Nguele, qui s'occupe d'une structure de lutte contre la corruption, s'est plaint à un moment que lorsqu'il envoyait les dossiers à la justice, pratiquement les dossiers disparaissaient. Il n'y avait aucune suite. Comment voulez-vous bâtir une société de progrès dans un tel contexte? Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.